En fait, c'est comme ça aussi que les entrepreneurs qui se lancent se démarquent. Du coup, c'est en vraiment en Ouais, prenant en compte toutes les compétences que ça doit inclure le métier qu'il veut faire. c'est ça. Donc, comme tu dis, la stratégie commerciale est essentielle pour réussir, en tout cas se démarquer dans son projet entrepreneurial. Donc, comment savoir que cette stratégie est la bonne, surtout bah, dans cet environnement qui est aussi incertain? Ouais, ça c'est la question qu'ont tous mes clients, c'est mais comment je sais si je vais dans la bonne direction? Ben ça c'est l'entrepreneuriat, tu testes et tu regardes si ça fonctionne. Donc, je le dis en rigolant, mais en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans des stratégies. Donc typiquement la recherche de partenariat, la prospection, la com sur LinkedIn et qui n'ont pas de résultat au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et qui vont se dire ah ben voilà, ça sert plus à rien, il faut arrêter. Alors moi, je suis pas pour bosser pendant des mois et des mois sans se remettre en question. Évidemment, c'est pas ça que je dis. Au bout d'un moment, il faut faire le point. Mais c'est vrai que se laisser le temps aux stratégies de fonctionner. Il y a plein de stratégies. Le retour sur investissement, c'est pareil si tu fais de la publicité. Hein, le retour sur investissement, tu l'as pas au bout de 10 jours. C'est normal. C'est normal que ce soit long d'une part, et c'est normal que ça prenne du temps d'autre part. Quand on débute, quand on est en recherche de clients, c'est normal de passer 80% de son temps à rechercher des clients. Ça, c'est un truc, je me permets de le dire là, parce que c'est vraiment un truc que mes clients, pareil, ont du mal à intégrer. Quand on n'a pas de clients, la majorité de son planning, c'est pas faire un super espace Notion ou faire une super signature email ou un super logo. C'est 80% du temps, c'est d'aller rechercher des clients, d'aller parler aux gens, etc. Donc selon la stratégie, il faut en général entre 1 et 3 mois, on va dire, pour avoir des résultats. Donc on fait un bilan. Ça dépend de la stratégie en question, hein, mais on peut faire un bilan au bout de ce laps de temps. 3 mois en général, c'est la moyenne. Donc accepter de se remettre en question et de pivoter à ce moment-là si ça marche pas. Mais de toute façon, on n'est jamais sûr dans l'entrepreneuriat. Donc, dans tous les cas, il va falloir se lancer à fond dans une strate pendant 1 à 3 mois et ensuite, voilà, voir si ça peut être rectifié ou pas. Si ça marche pas, ça veut pas dire que c'est la mauvaise stratégie. Par exemple, la prospection, on a des clients qui s'y mettent et ils nous disent au bout d'un mois, ah non, je déteste ça, je veux plus en faire, ça marche pas. Alors que parfois, ben, on reprend avec eux la stratégie, le volume, l'angle d'attaque, la personnalisation. Et en fait, voilà, il suffit des fois qu'il y ait des petits ajustements pour que ça fonctionne beaucoup mieux. Mais voilà, donc accepter de se lancer et accepter que ça prenne du temps aussi. J'ai une question qui me vient par rapport à ta formation, de comment tu l'as construite, en sachant que bah, avant ça, tu n'as jamais vraiment été entrepreneur, ou en tout cas, tu n'as pas eu plusieurs business pour accumuler des compétences ou des connaissances. Et à la fois, tu t'es lancé en rédaction web, donc tu as pu un peu apprendre le métier de freelance, tout ça. Mais vraiment développer tout ça. Donc certes, il y a ton évolution aussi de ton business qui a fait que tu as évolué dans ta formation. Mais est-ce que tu vas chercher des infos ailleurs? Est-ce que c'est grâce à l'équipe que tu as construite? Euh, vraiment ta formation, elle est faite quoi? À partir de quoi tu te bases? Ouais, bah, c'est une très bonne question. T'as raison de me la poser. Alors déjà, moi, j'ai été freelance pendant 2 ans. J'ai eu beaucoup de clients quand j'étais freelance. En fait, j'ai fait de la rédaction web, mais j'ai fait aussi du content management. Donc, j'ai été content manager pour une grande banque en ligne, par exemple. Donc déjà, voilà, en fait, tout ce que j'ai fait depuis le début en termes de contenu sur l'entrepreneuriat gratuit ou payant, ça a toujours été le fruit de moi, mes expérimentations. En fait, c'est mon business, c'est devenu mon laboratoire. Et c'est pour ça que la Micropreneur Academy, au tout début, moi, j'étais pas légitime à enseigner l'entrepreneuriat, c'est clair et net. Enfin, j'avais une petite expérience, mais je veux dire, c'était pas suffisant. Donc moi, la Micropreneur Academy, au début, c'était un membership, vraiment dans sa version 1, un membership qui apprenait à créer sa boîte. Donc ça, moi, je me basais sur mes compétences de juriste. J'ai un diplôme de juriste conseil d'entreprise, j'ai fait beaucoup de droit des affaires, voilà. Donc ça, je connaissais, c'était des sujets sur lesquels j'étais à l'aise. Donc tout ce qui est démarche admin, gestion de boîte, le suivi des chiffres, suivi des finances. Et ensuite, au fur et à mesure que moi j'ai lancé des choses, donc toutes les stratégies que j'ai pu tester en matière de com sur Insta, en matière en fait, j'ai testé tellement de choses en 5 ans qu'au fur et à mesure, du coup, je rajoutais des choses dans ma formation par rapport à moi, ce que j'avais expérimenté d'une part. Donc c'est vrai que moi, ça a été depuis 5 6 ans, c'est un peu le laboratoire de l'entrepreneuriat.
parce que j'ai la Micropreneur Academy, mais après j'ai testé tout un tas de choses. Là maintenant j'ai un programme pour les entrepreneurs avancés. J'ai testé plein de canaux d'acquisition. J'ai fait la prospection, j'ai fait la publicité, j'ai lancé des mini-produits, j'ai lancé des produits à étiquette. Tu vois, j'ai fait beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, moi j'intègre ça dans ma formation. Je rajoute à ça bien sûr toutes les formations que je suis, j'en suis énormément, notamment chez les anglo-saxons, tous les livres que je lis. Et puis le fait d'avoir accompagné plus de 1000 clients, ben au final, ça te donne aussi une expérience forcément, plein de secteurs d'activité différents. On a fait du B2B, du B2C, on a eu des thérapeutes, on a eu des accompagnants, des freelances. Donc ça s'est vraiment construit comme ça. Mais si tu regardes l'académie en 2020, ça n'avait rien à voir en termes de contenu, en termes de promesses, que maintenant, 5 ans après, après avoir passé 5 ans à accompagner des entrepreneurs, et moi avoir fait mon petit laboratoire dans mon coin. Donc c'est finalement voilà tout ça que je l'ai réuni en un seul programme. Tu as parlé de légitimité. Est-ce que tu as rencontré le fameux syndrome de l'imposteur? Qu'il y a des défis ou des difficultés que tu as rencontrés dans la formation de ton business que tu aimerais bien nous partager? Ouais, bah, quel entrepreneur n'a pas rencontré des difficultés? C'est vrai que moi, quand je me suis lancée, tu vois, j'étais très timide. J'avais pas trop confiance en moi. Enfin, si j'ai la chance quand même d'avoir confiance en moi, mais en matière professionnelle, on va dire, j'étais toute jeune, j'avais jamais managé une équipe. Tu vois, j'ai toujours été la stagiaire des cabinets d'avocats ou la petite juriste. Donc je me sentais pas, j'avais pas du tout de leadership ou autre. Moi j'avais, quand j'ai commencé en tant que freelance, j'étais phobique du téléphone, tu vois, j'étais très timide, j'avais peur de faire des appels, des visios. Maintenant c'est mon quotidien, hein. Donc déjà, pour rechercher mes premiers clients en freelance, j'ai dû mettre un vrai coup de pied aux fesses et me faire violence. C'est vrai que les 2 premières années, je me suis dit bon ok, là va falloir évoluer par rapport à ça. Donc ben, j'ai fait de la prospection moi directe, froide, par email et par téléphone au début de mon activité de freelance. D'ailleurs, ça a très bien fonctionné. J'ai lancé un podcast au bout d'un an. Pareil, j'avais trop peur, moi, de parler dans un micro. Je bégayais. Mon premier podcast, je coupais après chaque phrase. Tu vois, je devais faire du montage après chaque phrase. C'était l'enfer. Mais c'est comme ça que j'ai appris, que je me suis challengée. Mais c'est vrai que mon premier challenge, ça a vraiment été m'affirmer, oser parler à l'oral, oser aller vers les gens. Ça, c'est un truc qui se travaille. Maintenant, c'est mon quotidien. Il n'y a plus aucun souci avec ça. Et après, je pense que deuxième challenge, mais ça c'était sur le long terme, ça a été avec le développement de la Micropreneur Academy. Comme ça c'est arrivé très vite. En 2021, on a accueilli, je crois, des centaines de clients. Enfin, c'était vraiment, ça a été l'année où ça a explosé. J'ai fait x5 sur mon chiffre d'affaires. Et du coup, bah là, quand tu te retrouves un petit peu toute seule devant des centaines de clients, avec chacun leurs exigences, voilà, on m'en demandait beaucoup et c'est normal, hein. Du coup, j'ai dû apprendre la gestion des finances parce que il y a une différence entre le faire pour des clients quand t'es juriste, fiscaliste et le faire pour toi. Donc tout ce qui est rapport à l'argent, management, recrutement, tous ces trucs-là de chef d'entreprise que j'ai appris vraiment sur le tas. Donc ça a été un autre challenge. Après, voilà, on en a toujours. En fait, à chaque palier finalement de croissance, t'as des nouveaux challenges et t'as ton mindset qui te dit ah, mais est-ce que tu es vraiment légitime à faire ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est de la merde ce que tu fais. Mais voilà, c'est important aussi de... Moi, je dis, enfin, l'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie. Moi, ça m'a fait évoluer une vitesse, c'est ouf. Et comment tu fais dans ces moments-là où bah, tu as une petite baisse de morale ou que justement tu as cette petite voix dans ta tête qui dit non mais là ça va pas, tu fais de la merde, tout ça. Est-ce que tu as une petite astuce à toi pour un peu te relever et te bouger et te dire que bah non en fait je suis légitime de faire ça et je suis totalement capable d'aider des milliers de clients à se lancer? Ouais, bah ça dépend des gens. Moi, je suis pas mal dans je partage en fait. Je dis ce que j'ai dans la tête. Soit je le dis à mon compagnon qui est freelance, il a son compte aussi, donc il comprend pas mal de choses. Soit je le dis à mon bras droit slash, alors c'est Laïla, elle est à la fois responsable succès client, coach dans mes programmes et bras droit. On bosse ensemble depuis 5 ans. C'est devenu l'une de mes meilleures potes d'ailleurs. Et du coup, elle est niveau mindset, elle est super en plus. Donc c'est un petit peu ma coach. Tu vois, sur WhatsApp, je lui envoie un message, une voice, et puis direct, ça me permet déjà rien que le fait d'en parler, de le dire, ça me permet de me débloquer. Et après, voilà, j'ai toujours
Ouais, autant de mon compagnon que de Leïla, j'ai toujours des super feedbacks, super retours, et puis d'autres amis entrepreneurs. Voilà, je garde pas les choses pour moi et ça m'aide. Et oui, c'est vrai, maintenant, tu dois avoir un beau réseau, Ouais, pardon, de personnes entrepreneurs autour de toi. Donc, c'est top. Tu peux partager tout ça quand tu as un coup de mou. tout à fait. C'est vrai que c'est génial. Le réseau, c'est super important. D'ailleurs, tu aurais peut-être une astuce pour se construire un réseau ou rencontrer des... Parce que je trouve que s'entourer de réussite, en plus, c'est un de mes derniers posts, c'est s'entourer de réussite autour de soi, que ce soit par des livres, des podcasts, ou bien bah, les gens, tout simplement, entrepreneurs autour de nous. Je trouve que ça nous fait évoluer plus rapidement, ou en tout cas, plus vers vraiment nos objectifs. Est-ce que, je sais pas, tu as un conseil pour se faire du réseau, parce que des fois c'est difficile, sur LinkedIn c'est difficile, les événements des fois ils sont payants et on n'a pas tous forcément les moyens d'y aller. Ouais, ça dépend de la personnalité de chacun. Alors moi, j'ai très rarement allé dans des événements business. J'aime pas ça. Après, moi, ça fait partie de ma personnalité. Même quand j'étais en cabinet d'avocat, ça se faisait beaucoup. Les after-work, les petits déj et tout. Moi, je trouve, enfin, des fois, je trouve l'ambiance, voilà, moi, ça me plaît pas. Moi, j'aime bien quand c'est naturel. Moi, ça s'est beaucoup fait via les réseaux sociaux. Ne pas hésiter c'est tout con en commentaire, en DM. En fait, tout le monde est tout seul dans son coin quand on est freelance entrepreneur. Et je trouve que les gens sont hyper ouverts. Enfin, moi, très souvent, j'ai eu, voilà, en échangeant quelques messages avec une personne, on se faisait ensuite un café sur Zoom ou ailleurs. Je trouve que les freelances et les entrepreneurs sont hyper ouverts et demandeurs aussi de contacts. Donc, ne pas hésiter, voilà, à les papoter sur les réseaux. Après, ça dépend. Ça dépend des gens. Il y en a qui vont préférer les événements, d'autres qui vont préférer les réseaux. Moi, j'ai de la chance, j'ai aussi une équipe. Elles sont 5 à l'heure actuelle, donc moi, ça me fait aussi mes collègues au quotidien, on va dire, et c'est hyper important. Et puis, ouais, ne pas hésiter à aller vers les gens. On disait tout à l'heure aussi qu'il fallait être attentif au marché parce qu'il était très flexible. Mm. Et donc, comment un entrepreneur peut-il garder cette flexibilité tout en restant fidèle à sa vision de ce qu'il voulait au départ? Ouais, mais ça, c'est une super question parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se perdent un petit peu dans les modes, dans les injonctions. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a tel business model qui est plus rentable qu'un autre et on se retrouve avec beaucoup d'entrepreneurs au final qui ont un business qui marche plus ou moins mais qui sont hyper malheureux, hyper désalignés. Et je pense pas que... En fait, quand on est entrepreneur, on a toujours besoin de garder cette flamme, d'être passionné par ce qu'on fait et ça, c'est ultra important. Donc c'est vrai que nous, par exemple, dans notre programme, on a vraiment une grosse partie au tout début sur l'introspection. Le fait de vraiment connaître ses valeurs. Donc, qu'est-ce qui m'importe réellement en tant qu'entrepreneur et en tant que personne humaine, parce qu'on est des humains en premier lieu. Quels sont les non négociables en termes de rythme de vie, en termes de mission qu'on va accepter, en termes de voilà, quelle est ma direction? Est-ce que où est-ce que j'ai envie de bosser? Est-ce que j'ai envie... Moi, par exemple, un truc qui est hyper important pour moi, c'est ma liberté et j'allais dire l'absence de contraintes. Non, parce que j'en ai toujours, mais j'ai un emploi du temps qui est ultra libre. Il y a très peu de contraintes, très peu de rendez-vous. Par exemple, avec ma team, jamais je ferais des réunions tous les lundis à 9 heures. Ça, c'est hors de question. Et c'est hyper important pour moi d'avoir vraiment mon indépendance. Donc, ça, du coup, tout découle de ça par rapport au planning que je vais construire, à ce que je vais accepter, au partenariat que je vais accepter ou non. Donc voilà, connaître bien ces non négociables et vraiment garder les pieds sur terre, ne pas céder à l'objet brillant. Tu vois, dès que tu vas avoir un pote entrepreneur qui va faire ci ou ça, tu vas te dire ah il faut que je le fasse sinon il faut que je fasse sur LinkedIn, il faut que je fasse de la pub, il faut que parce que tout le monde me dit ci et ça et on peut très vite se perdre. Donc très souvent euh, quand moi je bloque sur une question business, sur un projet, tu vois, je sais pas trop où aller, vraiment question d'introspection. C'est tout bête, hein. Mais voilà, qu'est-ce que je veux réellement? Quelle est ma vision? Dans quelle direction je veux aller? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aime dans mon quotidien? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce qui me m'épanouit? Quelle est ma zone de génie? Tout ça, c'est hyper important très régulièrement. Introspection, introspection. Bah, ça introduit un peu bien la question qui suit parce que j'aimerais bien te demander quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'ose pas se lancer, de le faire malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré les freins qui existent aujourd'hui en 2025.
Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne qui n'ose pas se lancer? Première chose déjà, c'est faire le point un peu. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait peur? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Est-ce que c'est l'instabilité financière qui va en résulter? Parce que oui, effectivement, hein, quand on est entrepreneur, c'est pas le job le plus stable au monde. Est-ce que c'est le regard des autres aussi? Est-ce que c'est un problème de syndrome de l'imposteur? Enfin, il peut y avoir plein de choses, donc ça, c'est important. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut se lancer en mode sans filet de sécurité, comme ça, bam, je me lance sans rien. Enfin, je quitte mon job, je lance ma meilleure start-up. Ça, c'est souvent dans les films, mais on peut très bien, et c'est ce que je conseille, on peut très bien construire son projet en étant encore salarié. Et d'ailleurs, en fait, ça permet quand même de garder une certaine stabilité, sécurité, sérénité, qui sont ultra importants. Parce que quand on se sent serein, quand on se sent bien dans sa situation, ça permet de faire des bons choix. Ça permet de pas se précipiter. Quand on n'a plus d'argent, quand on n'a pas le chômage, par exemple, forcément, on va pas faire les mêmes choix que quelqu'un qui a un coussin de sécurité, qui est stable au niveau financier. Enfin, voilà, ça permet d'éviter les décisions précipitées dans le stress, dans l'angoisse. Il y a beaucoup, beaucoup de nos clients, nous, qui ont encore un emploi salarié, soit à temps complet, soit à temps partiel, ou alors, voilà, qui ont bien calculé leurs coûts, qui ont droit au chômage pendant 2 ans, par exemple. Mais en tout cas, on peut se lancer progressivement et ça permet aussi de tester une idée. Ça permet de tester une activité, ça permet de tester si on aime l'entrepreneuriat. Plutôt que de dire, bon ben voilà, je démissionne, allez, je lance ma boîte. On peut aussi, c'est pas tout noir, tout blanc. On peut aussi avoir un entre-deux qui peut durer plus ou moins longtemps. Le temps qu'il faudra pour être serein, pour se dire, ok, ben voilà, là j'ai les épaules pour me lancer. Donc c'est aussi une option qu'il faut pas oublier. Selon toi, c'est qu'est-ce qui fera la différence entre ceux qui réussissent sur le long terme et ceux qui se perdront dans cette mode de l'entrepreneuriat? Une question. Je pense qu'il y a deux choses. La capacité à passer à l'action et la capacité à rester focus. Pourquoi le passage à l'action? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, enfin, qui veulent devenir entrepreneurs. Tu leur parles, ils ont plein d'idées, voilà, ils ont plein d'envies, ils ont vraiment envie de passer à l'action, mais il n'y a pas ce truc qui font qu'ils vont se lancer, tu vois, qui vont commencer à communiquer, qui vont essayer de construire une offre, essayer d'aller prospecter. Et en fait, c'est dommage parce que 6 à 12 mois après, ben, tu reparles avec ces mêmes personnes qui ont toujours les mêmes envies, toujours les mêmes idées, mais on est resté à l'étape de je crée mon business sur une feuille de papier, mon business parfait, j'imagine tout, tu vois, j'ai toutes les hypothèses, j'imagine tout. Je passe pas à l'action parce que j'attends que ce soit parfait, j'attends d'être prêt et moi je dis souvent à mes clients, c'est en passant à l'action qu'on confirme ou non des hypothèses. Par exemple, en termes de positionnement, en termes d'offres, en termes de moi, quand je lance des offres, des fois, je me dis, à tout moment, ça ne marche pas du tout, ça fait un gros bide. Mais je peux pas, tant que j'ai pas lancé l'offre, tant que je l'ai pas proposé au public, je peux pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal avec ça, malheureusement. Passage à l'action. Et c'est vrai que quand tu regardes les entrepreneurs qui ont le plus réussi, ce sont des personnes qui, elles ont une idée, elles la testent directement, elles passent à l'action. Il n'y a pas besoin, quand je dis ça, passage à l'action, c'est pas créer une offre pendant 1 an dans son coin et la vendre. Non, mais c'est par exemple, ça peut être pré-vendre une offre, ça peut être vendre une version simplifiée, faire un bêta-test, peu importe. Pas se lancer en mode grandeur nature, mais tester en fait des petits bouts d'idées, ça c'est hyper important. Et capacité à rester focus. Si par exemple tu te lances sur LinkedIn dans ta com, pendant 1 à 3 mois à fond, tu testes, t'es régulier, tu fais tes 3 ou 5 publications par semaine, et en même temps tu te mets pas sur TikTok, tu fais pas de la pub, tu fais pas YouTube. Il y en a plein qui papillonnent comme ça d'une stratégie à l'autre. Et le problème c'est que pareil, 6 mois, 1 an après, on a testé des bouts de stratégie par-ci par-là, on a été régulier nulle part et du coup on n'avance pas. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal aussi avec le fait de rester focus. Pareil pour les offres. Mais tu lances une offre, voilà, t'attends d'avoir les premiers retours, tu la perfectionnes au fur et à mesure. Une fois que c'est bien validé, bien établi, ok, tu peux commencer à lancer des mini-produits ou des offres plus chères ou moins chères. Mais d'abord, voilà, tu lances une offre, t'en lances pas trop à la fois, tu restes focus. Donc c'est vraiment ça, je pense, capacité à passer à l'action et le focus. Ce truc-là en fait, j'ai l'impression que tout le monde veut tout faire trop vite. Ouais. Par exemple, lancer plusieurs offres à la fois, se lancer sur plusieurs réseaux sans vraiment établir une strat parce que
Bah, la concurrence fait peur, le marché évolue tellement vite que ça fait peur qu'on a envie de faire précipitamment pour être le number one, sauf que bah, au final, le meilleur, ce que je retiens de ce que tu me dis aussi, hein, c'est que la meilleure strat à suivre, c'est de vraiment faire les choses lentement pour toucher plus mieux en fait, enfin, toucher mieux les clients, les prospects. Donc c'est super intéressant ce que tu dis. Ouais, mais souvent c'est pas en accord avec la personnalité de l'entrepreneur qui veut effectivement aller vite. Et d'ailleurs moi enfin c'est vraiment un biais dans lequel je suis tombée au début de mes années d'entrepreneuriat où je me disais effectivement faut que je fasse tout vite, que je teste tout vite. Mes concurrents ils font ça donc je dois le lancer, je dois le lancer. Parce qu'on est humain, c'est impossible de tout faire à la fois. Et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais attends mais moi je suis pas là pour entreprendre que pendant 2 ans en fait, je suis là pour entreprendre pendant 10, 15, 20 ans. Enfin c'est pas par exemple, c'est pas 2 mois de ralentissement ou c'est pas parce que j'ai passé 6 mois sur un projet que j'aurais pas le temps de faire le reste. On a vraiment des fois cette vision court terme, comme si notre business, tu vois, il y avait une date d'expiration et que ça allait s'arrêter dans 2 ans et qu'il fallait tester le max de choses. Mais non, bien au contraire. Ça, c'est aussi parce que je pense avec toutes les fake news ou tout ce qu'on entend autour de nous bah, par exemple, la communication, ça va un peu s'estomper au fil des ans, tout ça. Mais les gens, ils se disent, bon, bah, je vais faire maintenant, je vais faire max de thunes maintenant avant que ce soit trop tard. Alors que, ouais, je pense la meilleure vision, même s'il n'y a pas de meilleure chose, mais la meilleure vision à avoir, c'est de plus voir son business sur le long terme plutôt que sur le court terme et s'imaginer gagner de l'argent toute sa vie en étant entrepreneur que seulement maintenant, quoi. Ouais, tout à fait. Mais en plus, enfin, ça a toujours existé ce truc de ah, c'est trop tard. Enfin, en 2015, les marketeurs disaient déjà que c'était trop tard pour se lancer sur YouTube, pour se lancer dans le blog. En 2020, moi, quand je me suis lancée, on disait limite que c'était trop tard pour se lancer dans la formation en ligne. Enfin, il y a tout. C'est toujours trop tard. De toute façon, quand on écoute les d'autres entrepreneurs, et voilà, c'est important de pas de pas céder justement à ce truc de il faut tout faire d'un coup, objet brillant, le FOMO un peu. Bah écoute, l'épisode est bientôt terminé. J'ai une toute petite dernière question. Si tu devais résumer en une phrase le secret pour réussir en tant qu'entrepreneur en 2025, ce serait quoi? Le dernier petit mot. Ah, tu me demandes toujours de choisir un truc, c'est dur. Mais moi, je vais redire ce que j'ai déjà dit parce que c'est important. Pour réussir en tant qu'entrepreneur en 2025, il faut vraiment réussir à maîtriser toutes les compétences fondamentales d'un chef d'entreprise. Donc, même si on n'aime pas la vente, même si on n'aime pas la com, même si on n'aime pas la relation client, même si on n'aime pas l'organisation, on met pas ces sujets sous le tapis. Désolée, ça fait plus d'une phrase. Mais on met pas ces sujets sous le tapis. C'est ultra important de se former, de se perfectionner. Et c'est des compétences qu'on va pouvoir utiliser pendant des années ensuite. Donc, c'est un très bon investissement. Ouais, en fait, quand on se lance, il faut être prêt à tout faire et pas seulement ce qui Ouais, nous. Il faut prendre l'ensemble de l'entrepreneur en question, du start, pas que c'est de ça. l'entrepreneur. Merci beaucoup, Maëlan, pour avoir enregistré un épisode avec moi sur Osez Podcast. J'étais ravie, c'était un sujet super intéressant, même si je pense qu'on pouvait encore parler pendant des heures de ce Ouais, sujet. c'est Super clair. intéressant. En tout cas, je te remercie beaucoup. Mais merci à toi, Mathilde.